Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette plénière de clôture. La semaine est déjà terminée. C'est quand même passé très très vite cette Good Week 2025. Merci à tous les intervenants d'avoir animé ces tables rondes, ces ateliers qui nous ont permis d'y voir un petit peu plus clair dans ce paysage de la philanthropie et de la générosité 2025. Merci à tous aussi d'avoir suivi très nombreux ces ateliers et toutes ces tables rondes. Alors aujourd'hui, pour clore cette Good Week 2025, comme c'est la tradition chaque année dans la plénière de clôture, on va s'intéresser à l'avenir, aux perspectives de la collecte. Et le titre de cette plénière, vous le voyez, c'est Perspectives d'avenir vers un futur de la collecte solidaire. Alors, je me suis posé dans un coin, je me suis demandé comment moi j'allais donner dans 5 ans ou dans 10 ans. Et puis, je me suis aussi demandé si j'allais donner dans 5 ans ou dans 10 ans. Bah oui, en fait, on est tous pareils. Hein. L'énergie nous coûte de plus en plus cher, la nourriture nous coûte de plus en plus cher, vivre nous coûte de plus en plus cher. Donc, la première des choses, c'est de savoir si j'aurai encore les moyens dans 5 ou 10 ans d'être généreux. La deuxième question que je me suis posée, c'est à qui je vais donner dans 5 ou 10 ans. Alors, vous avez comme moi des appétences particulières, des points de vigilance aussi particuliers. Peut-être que la condition des animaux est importante pour vous, peut-être que c'est la lutte contre le racisme, l'antisémitisme qui attire toute votre attention. Et puis, peut-être que c'est la place des femmes et les violences qu'elles subissent dans notre société, qui est quelque chose qui vous mobilise tout particulièrement. Ou alors c'est l'avenir de la planète, la montée des eaux, le réchauffement climatique. Et peut-être que toutes ces questions-là vous interpellent. Alors, en partant du principe qu'il ne me reste que quelques euros à donner pour faire avancer notre humanité, en partant du principe que j'ai bien identifié la cause que je souhaite soutenir, comment est-ce que je vais choisir le levier d'action? Est-ce que l'association locale qui lutte à côté de chez moi recevra mon don? Est-ce que je vais plutôt choisir un acteur qui agit de manière globale sur l'ensemble de la planète? Une action militante, une action politique ou encore une action technique, pratique? Est-ce que je vais engager ma vie professionnelle dans ce sens? Est-ce que je vais engager mon entreprise? Bref, que de questions. Alors après m'être posé un moment pour y réfléchir, je me dis que j'espère déjà deux choses, qu'il me restera de l'argent pour donner et que les acteurs de la solidarité seront eux-mêmes suffisamment solidaires entre eux pour me donner confiance. Les perspectives du don, c'est donc le programme de cette plénière de clôture. Et puis, vous le voyez, autour de la table virtuelle, je suis accompagné de Noémie Virotte, qui est consultante en prospective au GERPA et à l'AFF, et puis de Jacques Henny, associé engagé dans l'opération Milliard. Il va nous expliquer ce que c'est que l'opération Milliard. Et puis, bien sûr, Antoine Vaccaro est toujours là. Et Antoine, je te laisse la primeur de la parole pour cette plénière de clôture. Merci Grégoire, merci à toutes et à tous d'être présents en cette fin de semaine de la Good Week que nous organisons depuis maintenant quelques années. Je crois qu'il y a des modalités peut-être à rappeler encore avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez la Absolument. possibilité de nous d'intervenir pendant notre exposé. Vous avez donc des emojis pour pouvoir dire quelques mots, enfin quelques messages ou quelques encouragements. Vous pouvez poser des questions. Là, on passe déjà à la. Alors, vous pouvez poser des questions, pardon. Vous pouvez poser des questions comment dire, dans l'onglet questions et vous pouvez chatter et on essaiera de récupérer les éléments du chat pour pouvoir éventuellement compléter notre propos et notre discussion. Alors moi, j'allais très rapidement dans l'introduction pour laisser la place à Jacques et à Noémie, qui sont finalement les deux véritables intervenants cruciaux aujourd'hui, puisqu'ils vont vous parler l'une de prospective et l'autre d'une expérience qui pour nous doit être assez intéressante à regarder, peut-être inspirante. Rapidement, avant de parler du futur, dire quelques mots peut-être de la situation actuelle du marché de la générosité. Vous le constatez, on a des chiffres, on a un certain nombre de conférences qui ont déjà eu lieu pour montrer que nous sommes dans un moment un peu particulier de maturité de ce marché de la générosité, un contexte marqué par une concurrence accrue pour aller chercher l'euro philanthropique qui devrait financer les actions pour lesquelles nous engageons. On constate des incursions d'autres formes de mobilisation de la générosité, parfois même avec des formes d'hybridation des ressources que l'on peut solliciter. Et je pense que l'intervention de Jacques tout à l'heure sera vraiment très intéressante sur cette question d'hybridation. Et on est dans l'attente de la part de nos publics de véritables, évaluateurs. Oui, on peut parler d'évaluation, mais aussi de mesures d'impact et surtout de transparence de nos actions.
on est face à un moment aussi assez crucial. Je ne parle même pas de la situation géopolitique, les questions liées au climat, ce qui se passe actuellement avec l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre disons, d'acteurs extrêmement clivants et en tout cas extrêmement, comment dire, inquiétants du point de vue de l'évolution de cette activité de la société civile. Pour la petite histoire, les décisions qui ont été prises aux États-Unis dans les derniers jours impactent très directement les organisations du point de vue des financements, par exemple, des États-Unis sur différents terrains dans lesquels interviennent des ONG françaises, mais aussi internationales. Donc, on est dans un moment un peu crucial. On constate un rôle croissant des très grands donateurs qui prennent une place importante dans le paysage de la philanthropie. Pour la petite histoire, aux États-Unis, 10% des Américains donnent 60% de la générosité. En France, 10% représentent près de 40% de cette générosité. On a donc une montée en puissance de la grande philanthropie qui n'est pas sans problème poser des questions, mais on n'abordera pas ce sujet aujourd'hui. Ça fera partie peut-être d'autres conférences. On assiste aussi à l'arrivée de nouvelles technologies qui mobilisent des foules généreuses. Moi, j'appelle ça la fourmilière de donateurs face finalement à cette très grande philanthropie ce que j'appellerais des oligarques internationaux. Et face à ce moment qui est quand même un moment un peu crucial, il nous importe de regarder comment va évoluer dans les prochaines années cette philanthropie et cette générosité notamment des Français, puisque c'est des Français qui nous intéressent. Je vous ai indiqué un chiffre ici qui est peut-être stratosphérique. En 2050, probablement, je ne serai plus là, mais un certain nombre d'entre vous seront encore là et seront la relève de ce grand moment, de ce grand mouvement de la générosité. Si on applique aux chiffres actuels un taux de croissance de 5% par an, en 2050, nous aurions 30 milliards d'euros à distribuer, à collecter, à distribuer. Donc ce n'est pas rien. Je vous donne juste un chiffre pour comprendre ce qui s'est passé dans les 40 dernières années. En France, le premier chiffre que nous avons eu sur la générosité des Français s'élevait à 1 milliard de francs en 1981. Donc 43 ans plus tard, pardon, nous sommes à 9,2 milliards quand on regarde les chiffres de 2022. On a été multiplié, si on considère que 1 milliard de francs, c'est 1 milliard d'euros pour 9,2 milliards d'euros aujourd'hui. On a une multiplication par 10 quasiment de cette générosité. On peut penser qu'une accélération peut nous amener à 30 milliards. On peut espérer que face à cette grande philanthropie, une foule généreuse sera d'autant plus forte et d'autant plus active grâce à peut-être aux nouvelles technologies, mais peut-être l'aide de l'IA qui nous permettra d'être sans doute plus efficace à mobiliser ces grandes foules. L'essence de la grande philanthropie, elle est inscrite dans les inégalités abyssales qui se sont créées dans toutes les sociétés à forte capacité philanthropique, avec des milliardaires, 400 milliardaires qui pèsent aussi lourd dans le monde que la richesse de 50% de l'humanité. 400 milliardaires, c'est l'équivalent de la moitié de la richesse de l'humanité. Une société vieillissante qui nous laisse penser que les legs, les assurances vie, mais les legs surtout seront une ressource de relais importante pour nos organisations. Et enfin, on peut penser que cette philanthropie sera peut-être plus inclusive au sens où nous serons tous à la fois donateurs et aussi collecteurs. On a déjà vu qu'un certain nombre d'opérateurs qui donnent sont aussi eux-mêmes des collecteurs de fonds pour nos associations. Donc un paysage finalement assez dynamique, assez spéculatif, parfois peut-être un peu flou. Et j'espère que nos deux intervenants vont nous éclairer et vous éclairer sur ce que sera cet avenir et le futur de cette générosité. Et donc, on laisse la parole maintenant. J'espère, Grégoire, vas-y, tu introduis notre ami Jacques. Jacques. Alors, Jacques, je disais un petit peu en présentation, tu es un serial entrepreneur. Tu es aujourd'hui, entre autres, associé et engagé dans l'opération Milliard. Tu vas nous présenter cette opération. Aujourd'hui, tu nous disais que l'argent mène le monde et que le problème, ce n'est pas l'argent, en fait, c'est l'usage qu'on en fait. En tout cas, c'est le sous-texte de l'opération Milliard que tu représentes. Oui, tout à fait. Alors, merci Antoine. Déjà, tu as dit 2050 que tu serais plus là, donc il faut que je vois avec toi comment on s'organise. Le sujet, en fait, quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on considère que l'argent mène le monde. Je pense que c'est une banalité. Par contre, la façon dont l'usage de cet argent se destine, c'est pas neutre, et en particulier, c'est ce qui fait que, au final, on voit que les déséquilibres ne font que s'agrandir. Et ça pose un problème de fond. Je ne vais pas revenir sur l'actualité, mais on va très vite en pointillé de l'avoir derrière nous. C'est
à quoi sert l'argent et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire pour que ça soit mis au service du bien commun pour l'essentiel. Et là, on est au cœur d'un sujet qui est la finalité de l'opération Milliard. Quand Bastien Sibyl est venu il y a un peu plus d'un an me dire voilà, on va faire ça, on va créer l'opération Milliard parce qu'on ne peut pas voir fondre les financements qui sont nécessaires pour les associations, pour les acteurs de l'ESS, pour les COP. On a un vrai problème de capacité, de pérennité même pour ces acteurs, parce que les financements publics ne font que se réduire et ils le sont tout particulièrement ces dernières semaines. Et donc, il faut qu'on trouve de nouvelles façons de financer. Le sujet qui est venu tout de suite derrière, c'est on peut pas faire. Il y a déjà beaucoup d'acteurs sur le terrain qui sont déjà qui ont des institutionnels, des financeurs. Il faut que ça soit. Il faut qu'on crée un courant populaire. Il faut qu'on ait une force, une force, une dynamique collective pour accompagner une transition écologique juste, c'est-à-dire une force, faire une alliance entre la finance et la force citoyenne. J'en parlais tout à l'heure, il y a deux, trois chiffres. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6 000 milliards d'euros d'épargne que nous avons les uns et les autres mis dans différents produits d'épargne et que aujourd'hui, ces sommes colossales pourraient servir partiellement à la décision, bien évidemment, des épargnants, pourraient être allouées à des projets autrement qu'être mis à disposition de nos banquiers. Le sujet, il est donc là, c'est à quoi va servir et comment allons-nous nous organiser pour pouvoir rendre le financement des acteurs de la transition, les acteurs à impact sociétal, environnemental ou social, comment leur faciliter l'accès au financement. Pour ça, on a aujourd'hui, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, on est une association, on a démarré avec un état d'esprit d'une force collective, on est 2000 adhérents dans l'association, on est 80 personnes à bosser au quotidien pour faire avancer le projet. C'est une expérience d'intelligence collective formidable et on est en train de faire avancer en fait le projet sur les différentes étapes, dont la plus importante est déjà de constituer cette force. Donc on a une étape de construction et d'analyse, hein, on a fait le grand recueil, en fait, d'une enquête sur toutes les organisations. On a donc un panel de 800 organisations qui ont participé à cette requête. C'est de quoi avez-vous besoin, de combien avez-vous besoin, pourquoi, pour financer quoi et pourquoi faire. Et là, on a une première source assez précise maintenant de ce qu'il va falloir faire en termes d'accès. On vient de terminer également, donc ça sera présenté le 5 février. On vient de terminer une enquête épargnant sur 1100 consommateurs épargnants, appelons-les comme on veut, sur la façon dont ils envisagent, eux, l'utilisation de leur épargne et la façon de la flécher entre ce qu'ils épargnent pour le quotidien et ce qu'ils épargnent pour le futur. Et puis, on a des interviews investisseurs qui ont démarré et dont on fera une restitution probablement fin du premier trimestre. Les institutionnels qui vont jouer un rôle important, puisqu'en fait, ça va être nos partenaires dans cette opération. Et enfin, on publiera le récit du milliard probablement à peu près au mois de mars également. Donc, en 2025, notre objectif, c'est que les analyses et les conclusions nous amènent à avoir une première vague d'outils de concrétisation pour accompagner les projets. L'étape suivante, bah, c'est comment on va, si on se place du point de vue de l'épargnant, aujourd'hui, il a deux solutions. Il a à faire du don ou il a à faire des investissements. Quand il fait puisqu'en fait, il y a une grosse mode aujourd'hui hein, autour des plans d'épargne. Les plans d'épargne, bah, c'est plutôt des investissements pour l'avenir, alors que le don, ça peut être plutôt de l'action pour tout de suite. Aujourd'hui, on en est là. Si on pense que le don peut avoir une importance significative, notamment à partir du moment où on est dans des besoins entre guillemets rares, enfin des besoins utiles, d'utilité pour des subventions qui viennent de plus en plus rares, mais qui sont nécessaires, ne serait-ce que pour faire tourner l'exploitation des assos. Et puis, l'idée, c'est qu'on a aussi beaucoup maintenant de citoyens, on l'a vu dans l'enquête épargnante, qui veulent pouvoir décider de vers quoi ils vont flécher
en fait leurs dons ou leurs investissements. Donc là, on est sur une organisation sur laquelle on est en train de travailler, qui va être sur à la fois des outils de dons et des outils d'investissement via l'épargne. Aujourd'hui, on a sur l'étude, par exemple, on a 62% disent que leur épargne annuelle, ça les intéresse qu'elle soit consacrée à des dons à des associations. Et puis on en a aussi qui disent je veux faire les deux, à la fois je veux faire du don, mais je veux aussi pouvoir financer sur le long terme des projets, des coopératives ou des organisations de l'ESS. Donc, le fonds de dotation, il est aussi, on a un fonds de dotation et un fonds d'investissement pour pouvoir travailler sur ces deux leviers. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, je rebondis sur ton introduction, Antoine, c'est que on doit inventer, il faut forcément qu'on innove sur la façon d'adresser le sujet des financements. 500 millions de financement public en moins pour les acteurs de l'ESS, c'est colossal en termes de volume. On a aujourd'hui 200 000 organisations à peu près qu'on a répertoriées comme étant dans le périmètre du milliard. Il y a 6 000 milliards qui sont dans les fonds. On a 9,5 milliards de dons au bénéfice des causes d'intérêt général, essentiellement par les fondations. Aujourd'hui, on pense qu'on peut avoir un engagement beaucoup plus important du citoyen, parce que c'est lui qui, au final, va être le décideur. C'est lui qui va décider de ce qu'il fait de son argent et la façon dont il va arbitrer selon les finalités et le fléchage qu'il veut leur donner. Ce qui veut dire aussi qu'il faut c'est un peu le travail qu'on est en train de faire actuellement. Nous, on a un gros travail de compréhension, d'innovation et d'expérimentation sur les parties prenantes de l'écosystème. Ce qui veut dire aussi que le milliard, qui est un outil de financement pour l'ESS, peut s'adosser, peut s'aligner, peut participer, peut contribuer, peut créer des passerelles avec tous les acteurs. Nous avons tout intérêt, on en a tous conscience, nous avons tous intérêt à faire en sorte qu'il y ait une convergence du marché du financement, appelons-le comme ça, du bien public. Et le financement du bien public, pour nous, ça signifie aussi qu'on va devoir tenter de faciliter la vie. C'est-à-dire que lorsque les associations doivent monter leur propre dossier et qu'ils font 10 dossiers pour chaque financeur ou pour chaque financeur globalement, quelle que soit sa nature, ça leur prend beaucoup d'argent, beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et donc, il va falloir qu'on les aide aussi sur les méthodes. Voilà, quoi dire en conclusion? Hop, pardon. Oups. Ah je ne l'ai pas mis ma conclusion. Je vais la faire comme ça. En conclusion, juste un point, c'est on est au point de départ. Alors, il se trouve que c'est situationnel. On est au point de départ d'une obligation de changer nos méthodes pour pouvoir financer ces acteurs. Et c'est le moment ou jamais de le faire en modèle collaboratif autant qu'en modèle collectif. Merci Jacques. Alors avant d'entendre Noémie, on a une question à vous poser, vous qui nous suivez, puisque la plupart des gens qui nous suivent ici sont des fundraisers. Est-ce que pour vous, en tant que fundraiser, cette opération vous paraît comme un acteur complémentaire à ceux déjà existants, un possible partenariat ou une menace? On parle de ces nouveaux systèmes et notamment de l'opération Milliard. Je vous propose de soumettre votre vote. Et vous êtes une soixantaine, on a une trentaine de votes déjà. Pour l'instant, c'est assez serré entre un acteur complémentaire et un possible partenariat. Les résultats conditionnent la suite de la réunion ou pas? Ce qui est sûr que c'est pas une menace. En tout cas, c'est pas une menace. Donc c'est plutôt rassurant. Okay. Je suis rassuré. Bon, c'est plutôt un acteur complémentaire à ceux déjà existants, à plus de 56. Le partenariat en plus, c'est pas mal. À 90, c'est une très très beau taux. Il n'est pas exclu qu'on se revoie alors. Exactement. Alors, avec nous, nous avons aussi Noémie. Alors, Noémie Virotte, tu es consultante en prospective au sein du cabinet spécialisé Le Gerpa. Ça fait
ça plus de 20 ans que tu travailles en tant que consultante et journaliste sur les questions d'innovation sociale, de philanthropie et de collecte de fonds, et que tu es aussi à l'AFF, l'association des fundraisers. Alors, l'exemple qu'on vient de voir avec l'opération Milliard va s'inscrire dans certains scénarios de l'étude que tu vas nous présenter. Mais alors déjà, cette étude, comment elle existe et pourquoi elle existe, Naomi? Alors, bonjour à tous, que je ne vois pas. Cette étude, elle a été initiée à partir de fin 2019, début 2020, sur un ensemble de constats de changement, d'accélération du changement et typiquement le genre de phénomène qu'Antoine évoquait, les évolutions de la philanthropie, le développement des micro-dons, les cagnottes dans tous les sens, les échelles de dons qui changent. Enfin, on avait vraiment l'impression qu'il se passait beaucoup de choses. Une grosse montée des acteurs de l'ESS, de projets, alors pas de l'ampleur de celui que Jacques vient de nous présenter, mais de projets de ce type, et une espèce de sensation que les modèles un peu traditionnels de financement des associations par le fundraising arrivaient un peu en bout de course. Et donc, on a décidé avec l'AFF de faire cette étude qu'on a fait que plus tard parce que le Covid nous a un peu interrompu dans le process, pour s'appuyer sur la force de la prospective qui est de se projeter dans le temps long, c'est-à-dire de s'extraire un peu de quel est le phénomène du moment, et puis pour appréhender, tu parlais, il y a l'IA d'un côté, les grands philanthropes de l'autre, etc., pour appréhender un peu tout ça de manière systémique. C'est l'avantage de la prospective, c'est que on se concentre pas sur un phénomène, mais sur l'ensemble des phénomènes et sur leurs évolutions possibles. Et donc, au bout de ce chemin, il y a cette étude sur le fundraising et les fundraisers, parce que je ne vous en parlerai pas trop aujourd'hui, mais ça parle aussi de l'évolution des métiers et des profils, de comment les fundraisers interagissent avec les gouvernances, etc. Une étude qui a été très ouverte et collaborative, puisqu'on a plus de 100 fundraisers qui ont participé et qu'on a donc restitué il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Au cœur de cette étude, il y a 4 scénarios. Alors 4 scénarios assez contrastés, qui illustrent un peu des évolutions possibles. Alors, je vous le dis tout de suite, j'anticipe la question. L'avenir ne sera pas un scénario, mais probablement un joyeux mélange de l'ensemble. Mais ils permettent d'illustrer un peu voilà, ce à quoi il faut se préparer, les menaces et les opportunités. Et donc, je me suis aussi un peu amusée à voir en quoi ces scénarios, on pouvait retrouver un projet comme le Milliard en filigrane de ces scénarios, comme tu disais, Grégoire. Et donc, je vais essayer de vous les présenter rapidement. Le scénario 1, qu'on a appelé un fundraising sous tension en transformation progressive, c'est un contexte où la société est un peu divisée, où l'économie est pas glorieuse, un peu en stop and go, et où la générosité a tendance à se focaliser à la fois sur la générosité de l'instant, de l'émoi, la crise, l'appel sur les réseaux sociaux, l'influenceur qui vous dit « donne-moi », etc. Et puis des engagements plus forts qui sont en lien avec la RSE chez les entreprises, en lien avec des fondations familiales qui se sont pas mal développées, et puis qui sont, ce que tu disais Grégoire, est-ce que j'aurai encore les moyens de donner dans 10 ans, qui sont un peu voilà, des arbitrages du reste à donner pour les donateurs que nous sommes, où on peut donner des fois par plaisir et des fois parce qu'on y croit vraiment très fort. Qui collecte? Eh ben, tout le monde. Il y a quelques grandes causes qui sont imposées, et notamment la question environnementale et la question de la transition. Beaucoup de micro-collectes, un peu pour tout et n'importe quoi, et une grosse montée en puissance du système des collectes de l'ESS et de l'écosystème For Good, avec pas mal de concurrence. Et puis, comment évoluent les modèles de développement et de fundraising des associations dans ce scénario? Il y a un peu d'expérimentation, on tente des choses, mais il n'y a pas vraiment d'évolution fondamentale, c'est un peu de l'assemblage d'outils. On reste très dépendant à l'argument fiscal, même s'il y a quelques structures volontaristes, une frange de structures très volontaristes qui réussissent à changer les modèles, notamment pas mal de startups sociales ou des très grosses structures qui ont connu des phases très difficiles et qui se sont un peu réinventées. Le scénario 2, c'est un scénario où le fundraising est aux prises avec un fort mouvement d'hybridation entre le secteur profit et le secteur non-profit. On est dans un climat économique et social tendu. Alors, on n'a pas supprimé la déduction associée aux dons, parce que ça, c'était
impossible dans les scénarios pour les fundraisers qui travaillaient dessus de se dire on peut en arriver là, mais on s'est dit que le rescrit fiscal pouvait être d'ici 10 ans assorti de nouvelles conditionnalités sur des critères ESG, c'est-à-dire notamment, je ne sais pas, l'impact carbone de la sauce, le bilan carbone de la sauce, même si elle n'est pas du tout sur un secteur environnemental. Et donc, dans cette logique-là, les donateurs, les philanthropes, tout le monde est beaucoup plus exigeant sur l'impact, la responsabilité sociale des associations. Tout le monde est plus professionnel. On peut interpeller une association sur sa gouvernance avant de lui donner. Et les entreprises, elles sont parties depuis belle lurette sur ces fameux critères qui deviennent un peu la norme. Et elles deviennent des actrices incontournables de l'intérêt général. Elles montent des joint ventures sociales, elles encouragent l'intrapreneuriat social. Du côté des causes, c'est tous causes, tous collecteurs, y compris les entreprises qui collectent auprès de leur public. Et pour les associations qui avaient des modèles un peu traditionnels de fundraising, il y a une bascule notamment vers les activités génératrices de revenus quand elles le peuvent, et un mouvement un peu d'hybridation, alors un peu subi parfois, choisi volontairement d'autres. Et quand c'est subi, c'est aussi parfois porté par les gouvernances en direct. C'est-à-dire que les fundraisers, on les laisse sur le sujet du don et sur tout ce qui est développement, des investissements, aller travailler avec le milliard. En fait, c'est des gouvernances plus commerciales, plus financières, des profils de Jacques qui seront rentrés dans les associations massivement, qui iront piloter ces leviers-là. Le scénario 3 s'appelle un fundraising recentré sur les hyper-proximités. C'est un scénario de crise très profonde, sociale et économique, de très grande polarisation, un très fort désengagement citoyen, toute ressemblance avec ce qui pourrait être en train de se passer sur certains coins de la planète n'est pas fortuite. Et le dernier levier de l'engagement, c'est la proximité. C'est je veux donner et je veux agir au plus près de chez moi. Et là, c'est intéressant, l'opération du milliard qui va justement à la fois avoir une très grosse bannière et aller chercher des structures très locales. Ça résonne pas mal avec ce scénario aussi, tout comme avec celui d'hybridation d'ailleurs. Dans ce scénario, la philanthropie et le mécénat sont devenus plus stratèges, plus économes, avec chez les philanthropes comme chez les entreprises des vrais arbitrages entre la générosité et le soutien à l'activité économique. Et puis, nous, donateurs, on est devenus très frugaux parce qu'on n'a pas beaucoup de reste à donner, justement. Et on va avoir tendance à désintermédier nos dons, c'est-à-dire à se dire, plutôt que de donner à une association qui va donner à quelqu'un, je veux donner en direct, le plus directement possible. L'écosystème collecteur, il est extrêmement concurrentiel. Il peut virer à la guerre des causes. Il y a quelques leaders un peu francs-tireurs qui décident que le meilleur moyen de convaincre que sa cause est la meilleure, c'est de dire que les causes d'en face, elles sont moins bonnes. Et puis, le fundraising, il s'adapte, il devient plus communautaire, plus social. Il organise un peu la désintermédiation. On a imaginé des espèces de plateformes de pair à pair sous bannière de grandes causes. Il va intégrer des nouvelles échelles de dons, de nouveaux leviers d'engagement, puisqu'on a moins d'argent, on va aller chercher justement du prêt, d'autres façons de contribuer. Mais clairement, c'est un scénario où il y a de la disparition de structure, une forme de concentration et où tout le monde ne survit pas. Vous êtes toujours là? Tout va bien? Et le scénario 4, c'est un scénario qu'on a été chercher un peu de manière positive en se disant, et si ça se passait bien, qu'est-ce que ça voudrait dire si ça se passe bien? Alors, on est dans un contexte en voie d'apaisement. Il y a eu de grandes tensions et puis on est éventuellement passé de l'autre côté ou en voie de passer de l'autre côté, notamment parce qu'on a développé des approches collectives au service d'enjeux sociétaux partagés. On s'est mis d'accord qu'il y avait quand même des grandes bannières sociales qui nécessitaient qu'on s'unisse derrière elles. Les mécènes, les entreprises se sont beaucoup alignés. Ces collectifs, ils sont à la fois des associations, du public, du privé, des philanthropes. Enfin voilà, tout le monde contribue. Mais ce que ça veut dire aussi dans ce scénario, c'est que les pratiques d'engagement deviennent plus substituables. Le but, c'est la grande bannière, c'est la grande cause et plus forcément le don en tant que tel. Et donc, on peut considérer que si on a trié ses déchets et qu'on a mis son argent dans le projet 1 milliard pour la transition juste, on n'a pas forcément besoin de donner pour l'environnement parce qu'on a déjà donné, entre guillemets. Il y a une forme donc de rationalisation de la carte des causes et le fundraising dans ce scénario, il devient beaucoup plus collaboratif. Alors collaboratif en externe, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à concerter les collectes
avec les autres acteurs de ces grands collectifs, à lancer des campagnes ensemble. Et puis, il devient plus collaboratif en interne aussi, avec les autres directions, avec les directions financières, avec les directions des projets, avec les directions de communication. Et tout ça sous la houlette du fundraiser. C'est un scénario dans lequel le fundraiser est vraiment un moteur du développement, un moteur de ces coopérations, parce qu'elles ne sont pas forcément naturelles au niveau des gouvernances à la base. Et en fait, c'est par ce levier financier que la coopération va se faire. Il y a un élargissement des leviers, on va chercher du don, du prêt, de l'investissement, on va émettre des obligations associatives, on va créer des activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup de désilotage, mais évidemment, il y a aussi beaucoup de réticences à surmonter. Toutes les structures et toutes les équipes des structures ne sont pas forcément super alignées avec le projet. Il faut mettre tout le monde à bord. Donc voilà pour ce 4e scénario. Comme je disais, il n'y a pas de scénario véritable. Ça sera probablement un mélange des 4. C'est aussi, je voulais le redire, le regard des fundraisers sur leur avenir à un moment M. Si on refaisait l'étude aujourd'hui, il y aurait des choses qui seraient sûrement similaires et puis d'autres qui changeraient. C'est toujours intéressant de voir ce qui n'est pas dans le radar. Par exemple, voilà, on a été interrogé là-dessus. Ah bon, vous imaginez pas qu'on puisse supprimer la déduction en don? Ben non, on l'a imaginé, mais c'était trop dur à écrire. En tout cas, en 2021-2022, c'était trop dur à écrire. Ce n'était pas possible de l'envisager. Donc, dans la prospective, il y a ce qui est écrit, puis il y a les angles morts sont aussi révélateurs. Et voilà, juste pour terminer et rebondir un peu sur le thème de cette table ronde, un futur de la collecte solidaire, je voulais vous parler de, en fait, le regard des fundraisers sur ces scénarios. On leur a demandé quel était le scénario le plus souhaitable, quel était le plus redoutable, et puis d'évaluer la probabilité d'occurrence de chaque scénario. Alors, le plus redoutable, il fluctue. Ça peut être le 1, le 2 ou le 3, selon ce qu'on redoute le plus, l'enlisement du 1, l'hybridation un peu forcée du 2, cet aspect hyper-proximité des intermédiations du 2, du 3, voire les coopérations forcées du 4. Il y en a quelques-uns pour qui le plus redoutable, c'est le 4, parce que l'idée de travailler ensemble, c'est compliqué, où on se rend compte que son organisation va avoir du mal. Mais globalement, quand même, et en tout cas, les 3 scénarios, 1, 2 et 3, sont relativement équiprobables. On estime qu'ils ont 3,5 chances sur 100 de se produire. Donc, ça montre le haut niveau d'incertitude dans lequel on est aujourd'hui, cette équiprobabilité. Puis, il y a le scénario 4, qui est quand même globalement le plus souhaitable dans les ateliers qu'on a fait, mais aussi le moins probable. Et alors ça, c'est un enseignement assez intéressant d'étude, c'est-à-dire que c'est quand même l'enseignement dans lequel les fundraisers, les associations sont les plus motrices, elles se saisissent le plus des enjeux, c'est elles qui provoquent le changement, mais on n'y croit pas. Et donc, tout ça pour dire que c'est ensemble et en construisant ensemble qu'on pourra peut-être construire l'avenir meilleur auquel, en tout cas, les fundraisers ont envie de s'attacher. Voilà. Merci Noémie. Justement, alors, dans les scénarios, il y a certains aspects qui font peur, d'autres qui font envie. Mais quels sont les grands enjeux? C'est quoi les grands défis pour mener à bien l'un ou plusieurs de ces scénarios? En fait, le but, c'est de trouver ce qu'il faut faire, quel que soit le scénario. Le but de la prospective, c'est de faire des choix aujourd'hui, d'aller explorer l'avenir pour prendre des choix éclairés aujourd'hui et de se dire, quel que soit le scénario, il va falloir que je fasse. Alors, il y a dans l'étude que je vous enjoins à lire, normalement, dans le chat, vous devez avoir un lien vers l'étude pour Valentin a mis le lien dans le chat vers l'étude. aller la consulter plus en détail. Clairement, je pense qu'il y a 2 leviers qui me semblent très fondamentaux dans quel que soit le scénario. Le premier, c'est la question de l'élargissement des offres d'engagement. Au-delà du don financier, que le fundraising devienne vraiment, le fundraiser en tout cas, devienne vraiment un mobilisateur de ressources et pas juste un collecteur de dons. Et ça nécessite, alors après, c'est interconnecté avec d'autres enjeux de gouvernance, de capacité en interne à les convaincre, de développer ces offres. Des offres plus décorrélées d'arguments fiscaux. Jacques Henny ne nous a pas parlé d'arguments fiscaux une seconde, évidemment qu'il y en a possiblement derrière, mais voilà, il y a sortir un peu de la fiscalo-dépendance à oui, mais donnez-nous plus parce que ça vous coûtera moins.
Et puis, évidemment, des enjeux d'innovation, de financement de la R&D, pourquoi pas avec des mécènes. Et puis, je pense que si on devait résumer un peu l'enjeu, c'est vraiment prendre le temps de se poser et de réfléchir à la place de ces services de collecte de fonds dans la chaîne de valeur de la générosité. Cette chaîne de valeur de la générosité, pendant très longtemps, elle était assez rectiligne. Il y avait un citoyen, un bénéficiaire ou quelqu'un qui avait un besoin, et puis il y avait une association qui faisait le lien entre les deux, et puis on était un peu des tuyaux. Aujourd'hui, cette chaîne de valeur de la générosité, elle devient éminemment complexe. Les montages deviennent plus subtils, les acteurs intervenants sont plus variés. Il y a tout ce mouvement d'alliance, de coproduction de projets, ou ce mouvement dans un des scénarios de désintermédiation. Et donc, c'est vraiment d'aller s'interroger sur qui sont mes alliés, comment je m'intègre et comment je construis ma chaîne de valeur de la générosité entre les citoyens, les donateurs, les entreprises d'un côté et mes bénéficiaires de l'autre, quitte à savoir m'effacer s'il le faut parfois. Et comment je pense cette chaîne de valeur de la générosité. Ça résume un peu les enjeux. Puis il y a un enjeu de talent aussi, de recruter des gens, de les fidéliser. On voit qu'il y a de plus en plus de projets solidaires, des fondations d'entreprises qui deviennent des incubateurs, etc. Les fundraisers, aujourd'hui, ils ont des parcours de plus en plus complexes. C'est comment je recrute, je fidélise, comment je me donne les moyens de me doter des talents pour aller affronter l'avenir. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Merci. Allez, on va poser une question à nos spectateurs, à la soixantaine de personnes qui est là. Est-ce que la présentation de ces scénarios, ça vous a donné plutôt envie de passer à l'action et d'innover, de plus en plus et de mieux coopérer, de prendre le temps d'approfondir et de digérer, ou alors est-ce qu'au contraire, ça vous a carrément envie de déprimer? On vous laisse voter. On vous laisse voter. Pour l'instant, Noémie, tu n'as pas trop déprimé l'auditoire. Ça va, parce qu'on était mal si on finissait sur la dépression collective. Et puis c'est parce que, sans doute, parmi les participants, il y a des gens qui ont répondu à cette enquête de l'AFF. C'est assez serré. Hein. Alors, on n'est pas encore au total des voix là, mais c'est assez serré. On a 15, 14, 11 sur passer à l'action innovée, mieux coopérer et prendre le temps d'approfondir et de digérer. 15, 14, 11, c'est les nombres de voix et les pourcentages, c'est 35%, 33% et 32%. 32, ouais. Donc c'est très proche quand même. C'est un tiers, quoi. Exactement. Intéressant. Ouais. Avec un donc, peu, c'est pas déprimant, c'est plutôt bien. Innovation. Ouais. C'est plutôt bien. J'ai vu passer une question, Antoine, je crois, sur. Ouais, oui. Alors, Jacques, ouais, juste, hop là, on passe. Je passe à la slide des questions parce qu'effectivement, on a maintenant 20 minutes ensemble pour répondre aux différentes questions. Je te laisse répondre à la question que je vais afficher, Jacques. Oui, question c'est comment allons-nous? Attends, je me remets dedans. Non, je peux plus. Comment envisagez-vous d'orienter, affecter les dons et intentions de dons vers les souscripteurs? Il y a un point qui est vraiment essentiel dans notre approche, c'est que on a décidé de se consacrer, c'est pour ça que l'expression est maintenant assez bien structurée, c'est aux citoyens épargnants. Les 6 600 milliards dont je parlais tout à l'heure, qui sont aujourd'hui placés d'abord chez les institutionnels, banquiers ou autres, et ensuite sur des fonds. Aujourd'hui, ce que nous disent les épargnants citoyens, c'est que 77% d'entre eux ne savent pas à quoi est destiné, enfin, quel est l'usage du fonds, enfin, quel est l'usage plus exactement de l'épargne qu'ils ont confiée. On va inverser le modèle. Notre volonté, c'est de faire en sorte que l'argent que les citoyens placent ou donnent, ils puissent en décider eux-mêmes, au même titre qu'ils décident où ils utilisent leur carte bancaire pour faire les achats, ils puissent décider eux-mêmes de l'usage qu'ils vont faire, du fléchage qu'ils vont donner à leur épargne. Ça, c'est structurant pour nous.
c'est d'autant plus structurant qu'on veut aussi qu'ils ne soient pas seulement des financeurs, mais qu'ils soient aussi acteurs, qui passent partie de la gouvernance, qu'ils soient bénévoles dans des associations. Donc en fait, ce n'est pas seulement de la monétisation, c'est vraiment de l'engagement au sens large et sous toutes les formes d'engagement. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir un gros travail, et c'est un peu la réponse à ta question, on va avoir un gros travail aussi de synchronisation entre les citoyens, ce qu'ils attendent, et ce qu'attendent de l'autre côté les associations, les coopératives, etc. Donc, ça va nécessiter d'innover sur de nouveaux modèles, sur des processus d'interaction, un petit peu comme on le trouve déjà aujourd'hui sur des plateformes de crowdfunding, puisqu'en fait, on peut choisir les investissements qu'on fait. Je vois des partenariats qui sont en train de se faire aujourd'hui entre des gens comme Tudigo et Team for the Planet, par exemple. Donc, le sujet on veut donner la main aux citoyens, c'est le sujet. C'est le sujet essentiel. C'est pour ça qu'on va avoir un gros travail à faire, qui commence à le faire à travers l'étude d'ailleurs. C'est comment allons-nous, on va dire, proposer une pédagogie et une compréhension, simplification de l'usage de l'épargne ou du don pour les citoyens. Ça, c'est une grosse partie de notre chantier pour 2025. Il y avait une question aussi pour Noémie. Est-ce que l'opération Le Milliard ne pourrait pas inspirer le monde associatif, les fondations, pour créer des consortiums pour s'attaquer à de grandes causes avec une vraie puissance de mobilisation et d'action? En gros, est-ce que les acteurs de la solidarité ne peuvent pas être solidaires, quoi? De toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que celui-ci. Nous, on raisonne collectif, à la fois dans notre structure, hein, comme je disais tout à l'heure, la façon dont tout ceci s'est créé, c'est on va mettre énormément d'énergie à créer des alliances, à utiliser les complémentarités. Je vais prendre juste un exemple qu'on évoquait, je crois, hier ou avant-hier, sur le temps de travail que représente la réponse à un appel à candidater pour une association. C'est colossal. Il y a même des associations qui, au final, passent plus de temps et dépensent plus d'argent pour préparer leur dossier de réponse que le montant qu'ils vont recevoir s'ils sont retenus sur l'appel à projet. C'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on simplifie aussi. Donc, tout à l'heure, tu parlais, Noémie, de simplification. Et dans les scénarios, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est le 4 d'ailleurs, la simplification de l'accès au financement fait partie du projet lui-même. Ça, c'est très important. Noémie, ta vision là-dessus? En fait, je ne sais pas si parce que le mouvement, clairement, ce mouvement d'émergence de collectifs, etc., pour moi, notamment du côté philanthropie, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un type de cause, il est quand même déjà assez bien en marche. Ce qui manque et ce qui pourrait inspirer le secteur associatif, c'est l'ambition peut-être. L'ambition affichée. Je pense qu'il y a dans l'étude, ça ressortait, il y a une forme un peu de complexe du fundraiser qui est aussi lié, je pense, historiquement, tu me diras ce que tu en penses, Antoine, mais au fait que c'est difficile de parler d'argent, qu'en France, c'est compliqué de dire qu'on est ambitieux, qu'on veut beaucoup d'argent et qu'on va changer le monde. Tout ça, c'est des trucs, les anglo-saxons n'ont pas de mal à le dire, et en France, on est toujours un peu, et même en interne, c'est très schizophrène presque. Et donc, pour moi, il y a un vrai enjeu de dépasser un peu ce complexe du fundraiser, je dois récolter beaucoup, mais je dois surtout le faire sans trop de bruit, sans vexer personne et sans tout ça. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que le scénario d'hybridation ou des projets comme le Milliard, ils arrivent de gens qui n'ont pas de problème à parler d'argent, qui n'ont pas de problème à avoir des ambitions, qui n'ont pas de problème à les afficher et qui se disent la fin justifie les moyens, entre guillemets, et le discours. Et peut-être il est temps aussi pour les associations de parler plus fort et de s'autoriser à voir plus grand, en fait. Voilà. Et à s'organiser, excuse-moi, à s'organiser aussi en mutualisant leurs efforts.
je parlais tout à l'heure de 200 000 structures de l'ESS avec énormément de diversité. Mais c'est comme si on disait on a 200 000 TPE ou PME à faire rentrer dans un modèle. C'est pas possible. Il faut qu'on fasse un travail là-dessus de simplification et aussi d'alliance, en fait, de synergie, de mutualisation des outils. Juste en ce qui concerne, je voulais juste rajouter un point. C'est Marie qui est tapie dans le chat, qui fait partie du groupe avec moi. Elle a posté le manifeste. Allez-y, parce qu'en fait, dans l'esprit aussi du milliard, il y a cette notion de mise en commun, d'effort collectif, d'organisation mutualisée. On fait partie du monde des coopératives, ça veut tout dire. Antoine, cette question en France, on ne parle pas d'argent? Alors, juste revenir sur la question, pourquoi il n'y a pas de tel consortium qui se crée avec une puissance de feu en disant on va prendre un sujet de société comme le mal logement, toutes les organisations qui sont sur ce sujet décident de lever 1 milliard pour s'attaquer, je prends cet exemple, pour s'attaquer à ce problème. J'ai l'impression que cette timidité, elle est sans doute liée au fait qu'on n'aime pas trop l'afficher, la puissance par l'argent, enfin, je ne sais pas quelle autre théorie. J'ai l'impression que c'est aussi lié au fait que culturellement, les organisations françaises sont en général des chevaux légers qui mettent en évidence un problème social, sanitaire ou autre. Et une fois la pression, le plaidoyer développé, chacun dans son coin, on se tourne vers l'État en disant bon, maintenant qu'on a démontré qu'il y avait un problème auquel il fallait s'attaquer, moi les amis, par l'impôt, il faut régler ce problème. Et je pense que c'est finalement assez culturel aussi, à la différence des anglo-américains, quand tu l'approches peut-être beaucoup plus de concurrence ou de capacité à challenger l'État et pas simplement à être des aiguillons pour changer la donne. Je vous donne un exemple. Pendant 80 ans ou 90 ans, 5 fondations américaines ont décidé de s'attaquer à l'éducation supérieure en Afrique. Patrice Jaumont a écrit un livre là-dessus, hein, un auteur franco-américain. Il a montré que pendant 90 ans, ces 5 fondations, Rockefeller, Ford et compagnie, ont pris en main ce sujet, alors à des conditions plus ou moins pertinentes, mais en tout cas, ils l'ont fait sur la zone africaine ou plutôt anglophone. Et ils ont tenu 90 ans et ils ont quand même changé la donne, quoi. Et ça, par exemple, en France, on ne le voit pas. Il y a des collectifs, des rencontres, des séminaires, et à aucun moment, il y a quelqu'un qui dit on crée une cagnotte commune, on va mettre les moyens d'aller lever 1 milliard. Et ça, je trouve que c'est très dommage parce que ça ne donne pas la puissance pour attaquer des sujets et les régler peut-être une fois pour toutes. Ouais, et puis si je peux me permettre de faire un peu de poil à gratter, c'est aussi lié au statut associatif. Le statut associatif, c'est une réunion de personnes derrière une vision, et pas contrairement aux fondations américaines où à la base on met des capitaux et après on voit ce qu'on en fait. C'est vrai. Et du haut de mes 25 ans dans le secteur, donc, et je pense que tu en as croisé aussi, c'est compliqué pour une association qui passe sa vie à dire je fais le mieux, je suis là et ma façon de faire, voilà, elle est super top, de se dire bah, en fait, je vais m'allier avec quelqu'un qui a été mon concurrent, entre guillemets, jusqu'ici. Moi, parfois, j'ai suggéré à des associations, 2 associations très proches, sur vraiment plein de trucs. Et puis, en fait, ce n'était pas possible parce qu'il y avait un point de vision entre les 2 fondateurs qui n'était pas négociable, en fait, pour vraiment agir ensemble. Et dans un des ateliers, ça a été cette question du collectif. Il y a un des participants qui, à un moment, a dit mais en fait, il faut qu'on partage nos donateurs. Parce que de toute façon, ils sont partagés entre nous. De toute façon, ils le feront. Et donc, il faut partager nos donateurs, sous-entendu, partager nos bases de données et organiser des parcours de dons pluristructurés. Mais il était tout seul quand même au moment où il a proposé cette idée. Alors, ouais, mais je pense que ça rejoint le point que tu évoquais tout à l'heure sur l'innovation. Enfin, l'innovation, elle va aussi se faire probablement sur la façon de gérer les grandes causes, enfin, les causes. Nous, notre cause, c'est le refinancement de l'ESS, pour faire court, parce que voilà, il y a
il y a pas de justice dans le, dans le financement des causes, notamment si on compare les entreprises classiques avec les entreprises de l'ESS. Donc le sujet, c'est comment on fédère tout le monde, quoi. Comment on fédère tout le monde pour maximiser l'effort et maximiser aussi, du coup, les résultats. Jacques, une question. La différence entre l'opération immobilière et une banque éthique comme la Nef, en fait, il n'y en a pas trop aussi? Pas trop, puisqu'en fait, la Nef est un des partenaires, et sera un partenaire du milliard, tout simplement parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, 77% des citoyens, quand on leur demande auprès de qui, qu'est-ce qu'ils font pour savoir vers quoi ils vont flécher leur épargne, ils disent bah, la première chose, c'est que je me tourne vers mon conseiller bancaire. Parce que c'est lui, finalement, qui est mon interlocuteur et c'est lui qui est l'expert. Bon, au final, il s'aperçoit, enfin, tous les conseillers bancaires ne sont pas des cadors, ce n'est pas leur job principal. Donc, le sujet, ça va être comment nous, on va, avec la Nef ou avec d'autres banquiers, faire en sorte que le premier maillon de la pédagogie, c'est vers qui flécher mon épargne, il soit porté par les conseillers. Donc, avec les banques, on va forcément être dans une stratégie de partenariat. On n'y est pas encore parce qu'en fait, on commence tout juste à faire les entretiens. On a fait une 80, à peu près une soixantaine, je crois, d'entretiens avec les institutionnels. On ne peut rien faire tout seul. On peut rien faire tout seul. Donc, en fait, les banques, pour nous, sont des partenaires. Et on est leurs partenaires pour les faire monter pour leur permettre justement de monter en compétences et en améliorant leur capacité de mieux gérer leurs relations clients, par exemple. Noémie, tu le disais tout à l'heure, l'étude, elle a déjà 2 ans, 2 ans et demi. Il s'est passé quoi depuis cette étude? Pas mal de trucs. Ouais, parce que là, en fait, le monde bouge à une vitesse extraordinaire. Déjà, en termes Ouais, géopolitiques, il s'est passé un monde depuis 2 ans. ce qui est une façon, enfin, ce qui est quelque chose qu'on anticipe quand on construit les scénarios et une bonne façon de vérifier la solidité des scénarios, de se dire 2-3 ans plus tard, est-ce qu'on a absorbé un peu les changements? Alors, bon, clairement, la montée des polarisations, l'instabilité économique croissante, l'inflation, tout ça, c'était dans les scénarios. Je pense que ce qu'on n'a pas assez creusé, et si on faisait les scénarios aujourd'hui, ce serait beaucoup plus au cœur, c'est la question de l'évolution des subventions, et donc des besoins. Selon ce qui est à l'air de se profiler aujourd'hui, c'est quand même tout un tas de secteurs qui vont soit devoir trouver des fonds autrement, et donc peut-être s'ouvrir au fundraising. Je pense au sport, je pense à des petites structures culturelles qui aujourd'hui ont pas de fundraising, qui risquent de devoir s'y mettre. Et donc ces budgets publics là sous très haute tension, non, on n'avait pas imaginé 4 premiers ministres en un an, ça c'est sûr. Donc ça, je pense que ça mériterait d'être creusé plus. Je pense qu'il y a l'IA et l'arrivée de l'IA génératrice, son impact sur les métiers, etc. L'IA générative, pardon. C'est pas très développé dans l'étude et je pense que dans les 10 ans à venir, ça va quand même changer le métier, changer la relation avec les donateurs quand on voit qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut mettre dans ces messages de collecte si ça a été généré par l'IA ou pas, quelle confiance ou pas? Il y a quelques études qui sortent en ce moment aux États-Unis sur ce sujet. Je pense que ce serait beaucoup plus au cœur de l'étude. Il y a la question des réseaux sociaux, parce que clairement, il y a un certain nombre de scénarios où le développement des collectes qui passe beaucoup par cette logique de développement de communauté et donc par la capacité à aller recruter sur les réseaux des supporters qui sont alignés, des choses comme ça. Bon, où, quand, qui, pourquoi, rester, partir, quel réseau. On voit la montée de The Event ou ce genre de choses-là. Ouais. Ouais, alors The Event, pour moi, c'est juste un événement digital, tu vois. C'est pas, pour l'association bénéficiaire, entre guillemets, c'est juste un partenariat. C'est juste réussir à être dans la liste des bénéficiaires. C'est pas, juste, pardon pour les équipes, s'il y en a dans la salle qui ont bossé sur The Event et qui trouvent que je suis vache.
Non, c'est vraiment plus comment je parle à mes donateurs. Si je leur envoie plus de courrier, s'ils lisent plus les newsletters, parce que c'est trop de mots. Est-ce que ces communautés, il faut les organiser directement via WhatsApp, réussir à aller chercher d'autres leviers face effectivement à des réseaux sociaux qui sont super questionnés à ce stade et dont voilà, donc ils sont ou est-ce que c'est l'autre posture défendue dans le secteur, est-ce qu'au contraire il faut s'y affirmer comme un agent de réponse aux polarisations, est-ce qu'il faut rester est-ce que ça devient militant en fait de rester, voilà. Mais pour le fundraiser, ça pose des questions, c'est sûr. Merci en tout cas. Si vous voulez avoir plus d'informations et contacter les intervenants de cette plénière de clôture, vous avez devant vous les mails qui s'affichent. Vous pourrez contacter Jacques, Noémie, Antoine si vous souhaitez continuer à échanger. Comme je suis, tu le sais Antoine, le timekeeper de cette plénière de clôture et que j'ai 1h00 avant de rendre l'antenne, je te laisse les 4 minutes qui nous restent. Parce que c'est la dernière fois qu'on se voit cette année, enfin en tout cas dans cette Good Week. Alors 4 minutes, c'est beaucoup. J'ai vu une question qui n'a pas été reprise sur le fait, est-ce qu'on donnerait plus à un consortium ou à chacune des organisations. Je voudrais répondre à cette question rapidement avant de clôturer. Il faut, je pense, dissocier deux choses. On met en commun des moyens pour intervenir et intervenir puissamment. Ces moyens peuvent être collectés par une soirée télé. Rappelez-vous du site d'action, c'était un collectif qui collectait, c'est un consortium qui collectait, et après ça s'est mal passé, mais ça avait très bien fonctionné. On peut envisager des opérations de collecte sous forme de collectif, ça peut à regarder selon la cause, mais chaque organisation du consortium peut collecter avec sa propre marque, sa propre puissance pour ensuite mettre en commun les moyens d'intervention sur un sujet d'intérêt général qui aurait été choisi en commun. Je voulais juste, parce que j'ai vu passer la question et comme elle n'a pas été reprise, je voulais quand même répondre. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier, nos auditeurs, puisqu'ils ont la gentillesse de nous donner 1 heure de leur temps qui est la chose la plus précieuse au monde, et plus on est âgé, et plus on se rend compte que c'est vraiment la seule richesse que nous avons, qu'il ne faut pas dilapider. Et je dis ça surtout pour les jeunes, d'y penser très très tôt dans leur chemin. Et merci de nous avoir consacré ce temps. Merci aux intervenants, parce que vous avez, je sais, pas mal travaillé pour préparer cette session. On a eu pas mal d'échanges, et comme c'est un sujet de prospective et de futur et de prévision, etc., c'est toujours il y a toujours un petit peu de risque comment dire, on prend toujours un risque de plonger dans ce type d'exercice. Donc, merci beaucoup, Noémie et Jacques. Et je veux surtout remercier Grégoire de nous accompagner depuis plusieurs années maintenant dans cette animation. Il est toujours efficace, rapide et brillant dans ses interventions. J'aime bien d'avoir tes insights au début pour nous mettre en situation en racontant ta propre expérience. Je trouve ça toujours assez inspirant. Je veux remercier toute l'équipe de Force for Good et des partenaires avec lesquels nous avons voté cette semaine. Merci à Badato d'avoir été notre partenaire principal et unique d'ailleurs sur l'opération sur cette semaine. Je suis globalement assez content parce qu'on a eu près de 400 inscrits. Ils se sont répartis dans les différentes comment dire, plénières et ateliers. Et remercier aussi les intervenants qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui nous ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont nourri notre réflexion. Moi, j'ai beaucoup appris. Je fais ce métier depuis très très longtemps, mais je me rends compte que plus j'apprends et moins j'en sais. Donc, c'est super content de vous écouter tous. Et j'espère que pour l'année prochaine, nous allons être encore plus, comment dire, plus réunis, plus mobilisés. Et peut-être qu'on fera des choses en présentiel, mais bon, je ne veux pas spéculer sur le futur. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que nous avons, si vous voulez nous retrouver prochainement, nous avons un Good Morning le 25 mars, qui est une sorte de petite matinée sur des sujets que l'on vous soumettra. Donc, gardez cette date le 25 mars et on sera vraiment très heureux de vous accueillir à nouveau pour vous présenter nos réflexions, nos travaux sur ce qui nous passionne en fait, qui est la collecte de fonds au service de l'intérêt général. À très bientôt alors. Merci beaucoup.